At this time, I'd like to invite our regional chief, Ghislain Picard, to come up to say a few words. Ghislain is an Innu from the community of Pessamit. Since 1992, he has been chief of the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador, a political association of 43 First Nation chiefs in Quebec and Labrador. As AFNQL chief, he sits on the Assembly of First Nations Executive Committee and Management Committee and is a spokesperson for the Comprehensive Claims, Urban Population, and International Issues portfolios. As part of this conference, Ghislain will be speaking to us about his role as father, grandfather, and great-grandfather. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir cette belle opportunité de vous entretenir un peu, d'avoir une conversation sur une question qui nous préoccupe toutes et tous. Évidemment, j'aimerais d'abord reconnaître notre ami Sonny Daibo, qui est toujours un fidèle de nos rencontres au niveau régional. Always a pleasure to see our friend Sonny Daibo, who's always present and certainly a very strong guide in our gatherings. Very important, and I know we spoke often about the situation of our peoples, looking at it from a health perspective. And I was just reading yesterday about the challenges that we face as nations and communities regarding diabetes, which, as we know, is almost 3 times the rate of Quebec when it comes to First Nations people. So a lot of concern in that area. Kwejigi dat no no temit shek wa tsuboga dat no mokte wejiyek tsue namlden me pishish kwenel teman tibi hwan ga haga tsi woid mak ai espes habitat stationo ai no inot we gaan hamot kasno del den mahofstationo ga hagat chadab magot 30 minut tsil den ano mokte tayak tanwe henyu yak mokte te got stasino metsedot wasat metsedot 30 minut kieta shabih nagun tsi mestistayak tibihwan mak tabwetari hon tji meltogi magot tji husti khwagot 30 minut mak tji to mahargi wino et mahal spatel mono gonen del dench ka hagade nagot stationo gonen hodmani datso data ya c'est difficile d'appeler ça un devoir parental parce que ça nous vient naturellement et je pense que le terme approprié, c'est sans doute celle que vous utilisez pour cette conférence de participation parentale ou de responsabilité parentale. Ce qui me vient à l'esprit en y réfléchissant, c'est qu'il y a plein de réalités qui nous sont assez exceptionnelles comme membres de Premières Nations, indépendamment de notre communauté et indépendamment du territoire auquel nous appartenons.
Et c'est une réalité qui fait en sorte que nos enfants constituent la majorité. Donc, on est un peu... idéalement, ça devrait être eux qui sont le pouvoir. Et en quelque sorte, c'est pas mal vrai. Et je pense à ça, je réfléchis à ça en sachant que dans l'ensemble de la communauté aujourd'hui, on a des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes là, qui se préparent à aller à l'école. Et pour moi, ça représente une richesse inestimable et je sais que vous partagez toutes et tous cette même opinion. Et en même temps, je sais aussi que du côté des enfants, ce que je considère comme étant une autre réalité, une autre vérité en quelque sorte, c'est que la responsabilité que nous avons, que la responsabilité que nous chérissons, c'est quelque chose qui est là toute la vie durant. Et j'en parle parce que, comme vous toutes et tous, j'ai eu ma jeunesse et avec ses bons côtés, évidemment, mais dans certains cas, ses mauvais côtés. C'est dans mon cas, moi, c'est notre maman qui nous a élevés. J'étais l'aîné de la famille à 11 ans lorsque notre père nous a quittés, un accident de travail. Et évidemment, ça a mis des responsabilités extrêmement lourdes et importantes pour notre mère qui avait à peine 30 ans à ce moment-là. Et j'y fais référence parce que rendu à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est une partie qui me manque encore beaucoup. Et je trouve que ça, c'est ça qui fait la démonstration que les enfants aujourd'hui, indépendamment de leur âge, ont toujours un besoin extrêmement important de ce lien-là, de ce rapprochement-là. Et malgré tout, on doit quand même faire face aux réalités de la vie d'aujourd'hui, indépendamment de nos âges. Donc, moi, j'ai appris à cheminer comme ça, en essayant de faire du mieux du peu, en puisant un peu des énergies, des conseils aussi auprès de notre mère. J'ai 2 frères et 2 sœurs et c'est ça, j'ai eu, je ne sais pas si je peux appeler ça une opportunité ou un privilège, mais je suis l'aîné de la famille et ça m'a permis aussi d'avoir peut-être une certaine influence bonne, je l'espère, auprès de mes frères et sœurs. Et, je me souviens beaucoup de mon père comme étant une personne qui avait un sens aigu de la responsabilité comme pourvoyeur pour la famille. Et, je veux dire, mon père n'a pas été un spécialiste de quoi que ce soit, a passé beaucoup de son temps, comme la plupart de ses pairs au niveau de la communauté, comme journalier, et qu'il l'amenait souvent à l'extérieur de la communauté. Et ça arrivait souvent qu'il partait pour des semaines de 6 jours. Il revenait passer une journée avec nous, généralement le dimanche. Et c'est sans doute ce qui m'a guidé, moi, dans ma propre démarche. J'ai fait mes études comme la grande majorité d'entre nous au sein de la communauté. J'ai, par la suite, rendu au secondaire, 7e année, bon, j'ai eu à sortir de la communauté, ce qui est une réalité, ce qui était une réalité pour une grande majorité, sinon tous les jeunes de ma génération à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai eu
une belle opportunité récemment, puis j'en fais une parenthèse, là, de rencontrer une de mes enseignantes quand j'étais en 7e année en 1968. Donc, ça fait 50 ans. Et la communauté est en Pessamit et l'école la plus proche à ce moment-là, c'était Regnault, qui était une petite municipalité qui est située à peu près 15 à 20 minutes de route de la communauté. Et il y avait une madame enseignante, madame Mignot, là, qui est celle, parmi celles qui m'ont enseigné en 7e année, que j'ai revue il y a quelques semaines lors d'une visite sur la Côte-Nord et qui demandait à me revoir. Puis ça a été une belle rencontre, un beau retour à ces années-là là, qui représentait pour moi des années de découverte parce qu'on sortait de la communauté et avec quand même des besoins là, en apprentissage par rapport à une réalité qui n'était pas nécessairement la nôtre. Donc, je ferme la parenthèse. Je voulais quand même en parler. Et donc, en revenant à l'exemple que sans doute que notre père nous donnait, sans doute involontairement, moi, c'est un peu comme ça que j'ai essayé de m'adapter, de favoriser mon propre cheminement personnel. Et donc, secondaire à l'extérieur de la communauté, court épisode dans un collège classique. Et par la suite, ben, j'ai connu une petite révolution, je me suis révolté un peu, revenu dans des cours secondaires où la majorité des gens de notre communauté étudiaient. Et j'ai eu je dirais peut-être une opportunité de voir plus grand et d'ouvrir les yeux encore plus grands en ayant l'opportunité de fréquenter la Macasa, le Collège Manitou. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient cette partie-là de notre histoire qui est quand même importante. C'est entre 73 et 76. Pour être plus précis. Donc, j'ai eu un premier exil là, de ma communauté qui me permettait de fréquenter un collège Manitou avec non seulement quelques personnes de ma communauté, je veux dire les personnes de mon âge, tant jeunes filles que jeunes hommes, et évidemment plusieurs autres personnes d'autres nations au Québec et d'ailleurs. Et c'est là que j'ai rencontré la mère de mes enfants, de mes 3 filles. Et j'ai été père pour la première fois à 22 ans. L'aîné de ma famille qui est né à Val-d'Or en 1977, est issu de cette union-là et j'ai eu 2 autres filles depuis. La première fois où j'ai été père, là, ça a été un moment extrêmement émouvant. Je me souviens d'avoir versé quelques larmes parce que je trouvais ça extrêmement touchant. Mais en même temps, je me disais, bon, à une époque où j'aurais eu évidemment le goût, comme plusieurs, de poursuivre des études, il y a des domaines qui m'intéressaient plus particulièrement. C'était le cas du droit, par exemple. C'est très certainement un domaine qui continue de m'intéresser aujourd'hui un peu par la force des choses parce que une partie de mon travail demande qu'on s'y connaisse un peu. Et mais en même temps, bon, pour revenir à l'exemple de mon père, je me disais, bon, j'ai un enfant maintenant, j'ai la responsabilité de ce petit être et je dois prioriser peut-être
le besoin de trouver un emploi, de pouvoir procurer une plus grande stabilité à ma famille. Donc, ça a été des années quand même d'apprentissage au niveau professionnel parce que je sortais des études, j'avais eu quelques petits emplois entre le moment où j'ai quitté le collège, que le collège a fermé d'ailleurs en décembre 76, jusqu'à la naissance de ma première fille, de notre première fille. Et je me disais, bon, il faut que je me trouve quelque chose à faire. J'ai travaillé dans le domaine de l'audiovisuel. C'était dans les premières années de la mise en œuvre de la Convention de la baie James et du Nord québécois, donc 77. Les activités principales du Grand Conseil d'écrit à l'époque, c'était à Val-d'Or. Donc, je faisais des contrats dans le domaine de l'audiovisuel. Ça a été, écoutez, on est parents pour la première fois et c'est vraiment une très belle, non seulement une belle opportunité, mais une belle aventure aussi. Et évidemment, avec le temps, il y a eu la naissance de ma deuxième fille, de notre deuxième fille et finalement, plus récemment de notre troisième, qui est la cadette dans la famille. Et leur mère est Mohawk. On a eu une vie commune d'à peu près une vingtaine d'années. Il y a eu par la suite une séparation, une période d'ajustement évidemment, mais en même temps, écoutez, c'est une personne que je respecte beaucoup, que j'ai toujours respectée. Et je pense que le respect mutuel qu'on avait nous a permis finalement, malgré les difficultés dans une relation, de finalement trouver le moment pour mettre un peu les intérêts supérieurs de la famille, hein, principalement de nos filles, au-dessus de tout. Et je peux dire aujourd'hui que cette réflexion-là, et je dirais peut-être un peu cette discipline-là, nous permet encore aujourd'hui, malgré la famille décomposée, de quand même mettre en priorité le bien-être de nos filles d'abord, mais le bien-être aussi des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, 2 arrière-petits-fils, le plus jeune ayant aujourd'hui à peu près 5 semaines. Et ça, je pense que, indépendamment du fait qu'il y a eu une séparation il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, il en demeure pas moins qu'on réussit à procurer l'harmonie autour de j'allais dire petit noyau, mais c'est un gros noyau. Il y a quand même plusieurs petits-enfants, ce gros noyau familial. Et, écoutez, aujourd'hui, évidemment, je veux dire, à travers les années, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée à moi et que je considère comme étant un énorme privilège, un beau privilège de pouvoir servir les intérêts de l'ensemble de nos nations, de nos communautés et surtout d'apporter ma contribution, ma collaboration aux élus de nos communautés, de nos nations respectives. Et donc, c'est un travail qui amène beaucoup de déplacements à l'intérieur de la région, mais ailleurs également. C'est un travail qui est extrêmement exigeant au niveau intellectuel, au niveau physique aussi. Et donc, en fonction de cette nouvelle réalité, bon, certains diront peut-être pas si nouvelle que ça parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je le fais. Il y a quand même eu une certaine évolution dans le travail que je fais qui fait que ça amène une certaine distance entre le lien, le noyau familial ou la cellule familiale et moi comme individu. Et donc, il y a quelques années, j'ai pris la décision, même si l'opération principale de l'Assemblée des Premières Nations est à Wendake, de déménager finalement plus proche de Kahnawake parce que c'est là que mes 3 filles,
mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants demeurent. Donc, j'ai pris la décision de déménager moi-même plus près de la famille et réussi à ouvrir un petit bureau à Kahnawake. Et de toute évidence, les avancées technologiques ont fait en sorte que c'est un geste et une décision qui a été facilitée par le fait que de toute manière, je voyage beaucoup. De toute manière, il y a ça, hein? C'est une belle invention. Et qui me permet finalement de pouvoir être mobile et de pouvoir continuer à travailler indépendamment de la distance qui me sépare et des dossiers et du personnel qui est là pour m'appuyer dans ma tâche. Et donc, ça me permet aussi, ça m'a permis, à travers des années, en fonction d'un calendrier qui n'est pas toujours évident, de pouvoir vraiment jouer mon rôle de grand-père et plus récemment d'arrière-grand-père. Et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne au plus haut point. Et c'est quelque chose qui me permet, je dirais, de trouver un bel équilibre entre la fonction que j'exerce et évidemment cette belle richesse qui est autour de moi, une belle richesse qui me permet d'aller chercher des énergies dont nous avons tous besoin. Donc, c'est beaucoup des... Écoutez, même avec la famille décomposée, j'ai aussi l'immense privilège de pouvoir, écoutez, faire un appel le matin. OK, est-ce que je peux passer, prendre un café, puis j'aimerais ça voir les enfants. C'est vraiment pas compliqué. Et je me sens extrêmement privilégié là, de pouvoir le dire que la relation avec la mère de mes enfants, de mes filles, de nos filles, et moi, ben ça va extrêmement bien. Et je veux dire, ça me permet d'arriver à travers les familles de mes filles là, sans prendre rendez-vous. Et c'est vraiment ça ressemble un peu à la communauté chez nous, où on peut visiter vraiment, c'est toujours à la bonne franquette. Évidemment, la famille a plusieurs souches. De toute évidence, Innu. Donc, Innu, mais en partie Wendat. Et à travers mes filles, ben, il y a également d'autres appartenances, proximité du côté Cri pour certains de mes petits-enfants et une proximité du côté Mi'kmaq aussi pour d'autres petits-enfants. Et je suppose, un peu comme tout le monde, quelque part dans le passé, un peu d'Écossais aussi. Donc, c'est ma réalité et je me sens extrêmement privilégié de pouvoir avoir ce bagage-là extrêmement riche avec moi parce que ça m'aide beaucoup. Ça demande aussi, parce qu'en parlant de participation, bon, on peut parler aussi un peu de responsabilité. Ça demande aussi, je dirais, une certaine discipline personnelle. Écoutez, j'y réussis pas toujours. J'essaie de faire du mieux que je peux. Je me suis mis pendant plusieurs années, j'ai traîné un talon gauche avec lequel j'avais de la misère, ce qu'on appelle, c'est quoi le terme? Talon de le noir, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est comme une espèce d'aiguille là, en plein milieu du talon là, puis on le sent beaucoup quand on se lève le matin. On le sent beaucoup quand on s'en va coucher le soir. Et ça nous limite évidemment dans nos mouvements, dans certaines activités qui demandent un effort physique. Donc, j'en ai pris soin du mieux que je pouvais. Puis à un moment donné, ben la douleur a comme disparu d'elle-même. Et un bon matin, ben je me suis mis à
je me suis levé tôt, en plein hiver. Je me suis habillé pour aller courir dehors, puis j'ai couru, je pense, 3-4 kilomètres ce matin-là. Et j'ai pas vraiment arrêté depuis. Et ça fait à peu près 7 à 8 années. J'ai couru, je pense, peut-être 8 ou 9 demi-marathons depuis. Et c'était pour moi, mais c'était aussi pour être capable de suivre les petits autour de moi. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, participation parentale, mais aussi responsabilité parentale. Mais je veux pas, je veux pas me vanter à outrance. Ça, c'est quelque chose qui m'appartient, comme il nous appartient à toutes et à tous de prendre les actions qu'on juge nécessaires et essentielles pour notre bien-être d'abord, mais le bien-être des nôtres aussi autour de nous. Et écoutez, je peux pas dire que j'ai atteint l'idéal. Il me reste beaucoup de choses à apprendre parce qu'on sait que le cheminement, l'apprentissage, c'est la vie durant. Et c'est le cas pour moi, comme la grande majorité d'entre nous. Mais je me dis quand même une chose, c'est que j'entretiens auprès de mes filles, de leurs enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, le même respect qu'ils entretiennent envers moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a aucune valeur. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, à laquelle je me réfère presque instinctivement à tous les jours. Et je me compte extrêmement privilégié là, et chanceux d'avoir ces liens de proximité avec l'ensemble de ma famille. J'essaie d'être là le plus souvent possible quand c'est pas avec le contact physique, c'est le contact avec ça. J'ai des petits-enfants qui sont des pré-ados, d'autres qui sont ados et qui sont comme vos enfants, vos petits-enfants extrêmement bien connectés. Donc, ça facilite les contacts lorsque c'est moins évident et moins facile. Et pour moi, ben, c'est un peu la relation que j'entretiens avec ma grande famille. Je respecte le rôle de mes filles comme mère. J'essaie de respecter leur propre noyau familial. En même temps, je tiens un peu de ce que moi j'ai vécu comme enfant. On sait que le concept de famille élargie, là, ça nous est particulier, où finalement, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère a presque autant de responsabilités que la mère ou le père. Et moi, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, peut-être qu'il y a des réflexes instinctifs là qui me ramènent à cette responsabilité-là que j'ai envers mes propres filles et mes propres petits-enfants. Et des fois, ben, j'essaie, je veux dire, de jouer un peu le rôle de celui qui peut aussi offrir certains conseils. Et fort heureusement, c'est quelque chose qui m'est possible de faire sans avoir l'impression de m'ingérer dans quelque chose qui ne m'appartient pas. Et pour cela, ben, je dois vraiment là, remercier, reconnaître l'ouverture d'esprit de mes filles. Et ça, c'est je pense, un aspect que je considère comme étant extrêmement exceptionnel et je me sens encore une fois très, très privilégié. À chaque fois que j'ai un petit moment, j'essaie de prendre soin de moi-même et en même temps, j'essaie de prendre soin
de ces tout jeunes, dans la mesure où j'en suis capable, et à prodiguer peut-être des conseils des fois. Puis je me permets une parenthèse parce que c'est quelque chose qui des conversations que je peux avoir avec mes petits-enfants régulièrement. Ça m'arrive des fois, lorsque c'est possible, lorsque je suis présent autour de prendre l'auto tôt le matin, puis de les appeler et de dire, OK, aujourd'hui, ben c'est moi qui fais le chauffeur d'autobus, puis je les amène à l'école, puis quand on en prend 2, 3 dans l'auto, ben évidemment, il y a des fois où c'est trop tôt, puis c'est difficile d'engager une conversation. Il y a des journées où on a des airs un peu plus maussades, puis ça, je veux dire, on connaît tous ça. Hein? On a tous des ados là qui changent d'humeur selon la température ou la couleur du ciel. Et moi, je me dis, les enfants, ben la journée vous appartient. La journée vous appartient. Vous avez juste 2 choix, 2 options. Ou vous restez sous ce couvert de nuages, ou bien vous faites votre possible pour en sortir. Et je constate que juste un petit commentaire comme ça, ben ça leur donne le sourire, puis ils voient peut-être, je l'espère, la journée d'une autre façon. Donc, moi, c'est un peu mon expérience à essayer de gérer une vie dans le contexte politique qui est extrêmement, je pense que je peux le dire, trépidante, qui est pleine de défis, et de beaux défis, des défis un peu difficiles, mais c'est vraiment des situations qui nous mettent finalement devant un test de transformer les défis en opportunités. Et ça, c'est un peu l'esprit qui me guide dans ma propre démarche comme chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Et c'est un peu quelque chose que je veux faire comprendre à mes enfants. Je pense pas qu'il y en ait un ou une, malgré leur âge, qui soit intéressé à emboîter mes pas. C'est pas quelque chose que je leur souhaite non plus nécessairement, à moins que notre contexte politique puisse avoir le temps de changer, ou on aura peut-être, on sera peut-être arrivé à une étape où il y aura de la part de nos communautés une véritable participation ou un engagement citoyen. Et ça, je considère qu'on n'est pas rendu là. Et je trouve ça un peu, sans être pessimiste à outrance, je trouve ça un peu lent comme processus, mais c'est sans doute le rythme auquel on doit s'adapter et faire en sorte, comme individu, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, peut-être, où on est appelé à apporter notre contribution. Et ça, c'est ce que je constate autour de moi lorsque je regarde des communautés, et notamment chez les plus jeunes. Évidemment, je parle de mes enfants à moi, mais je pourrais parler de vos enfants, des enfants au niveau de nos communautés, qui, à mon sens, représentent un bel espoir. Et ce que je vois, c'est énormément beaucoup de convictions. Je constate également beaucoup de fierté pour ce qu'ils ou elles sont, beaucoup de fierté par rapport à leur identité et leur origine. Est-ce que tout le monde parle français? Est-ce que plusieurs parlent anglais? Ah, OK. Well, just a few words. I know that most of what I said was in Innu and in French, but I certainly want to welcome this opportunity to, I guess, share my thoughts about
the opportunities that we have as parents. And I was invited to speak about my own experience, of course, and the fact that that as many of us, like many of us, have children, have grandchildren, and great grandchildren as well. The youngest one being barely 5 weeks old today, and I know I pride myself with that, with having this kind of wealth as a parent. But at the same time, I know that considering the realities in our communities, I'm not even nearing the average, because we know that we have many children in our communities. As a matter of fact, many of our 25-year-old and younger in many communities represent the majority of our peoples. It's been a challenge for me to as a youth, because we lost our father. I was at a very young age, barely 11 years old, and I had to deal with that reality the best way that I could. And although it represents, a sad moment for me and my brothers and sisters in our lives, nevertheless, it represents an opportunity to, I guess, to grow up differently, with maybe values that may be different from a family that has both, the father and the mother. And this is the reality that I experienced myself as a individual. I remember I have very clear memories of my father. My father was, from what I remember, a very responsible individual, with the sense of being there as a father to provide for the family. And certainly this is what I take with me from even after all these years. And I can honestly say, even today, and I suppose that the feeling is shared by many of you, we still need very much, that kind of reference where we have both our fathers and mothers. And it's the same for me, even at my age today. I wish at times that my father was still around in order for me to refer to him in some circumstances. And I feel that it may be the same. I'm hoping it is the same for my 3 daughters and my 6 grandchildren and 2 great-grandchildren. And without, I guess, overly priding myself, I certainly would say, I'm comfortable to say today that I have a very good and close relationship with my 3 daughters. Despite the work that I have, the responsibilities I carry as a regional chief, I still have the opportunities to be able to come home at times and be able to have access to the families of my 3 daughters very easily. It's a very good and nice diversity, because we have different linkages with different nations, from the Wendat to the Mi'kmaq people, and this is the kind of wealth that each of my grandchildren and great-grandchildren have. And to me, this is where I feel that I have. I feel very privileged to be able to have that kind of access to my children and grandchildren. I'm not one who will, I guess,
uh, whenever I get to sit down with my daughters and grandchildren, whenever we have a family meal, different occasions, be it the holidays, Christmas, or Halloween. I really leave work where I feel it belongs, unless questions are being asked. And to me, that's where I separate what I do on a regular basis, on a daily basis, and the privilege I consider I have to be serving your chiefs in many different capacities. But at the same time, I know that all of my three daughters are very knowledgeable about First Nation politics, what it involves, and I guess the fact that they live in Kahnawake certainly gives them that kind of knowledge. Kahnawake being what it is, very strong community, very political as well, with its own different realities, as is the case for many of us, depending on our nations. So I just wanted to share these few words this morning. Certainly, I want to acknowledge and thank First Nation Education Council for providing me with this opportunity to come and speak to you on this very important issue. And to me, the children are key. Not only because they're the majority in many of our communities, but also for the fact that I feel that not enough is done in order to ensure their well-being. In June of 2015, this is one of our 3 yearly meetings that we have as chiefs. We presented the chiefs with a Declaration on the Rights of First Nation Children. This was in June 2015 in the community of Essipit. The declaration was unanimously adopted by the chiefs, and it really gives us responsibility to ensure that they have the best in hand in order to take on their own future. And as a parent myself, grandparent, great-grandparent, I have to admit today that I also have a lot of concerns. Concerns about that future, because with everything that's happening around us, and this is given the fact that we have very important challenges as nations, as societies, as we do as well, looking at it from an international perspective. When I look at the situation regarding the climate and the kind of uncertainties that it creates, because this is happening today, and the fact that politically little seems to be done in order to, I guess, fight that situation. It goes back to my own reality as an individual, and the fact that if we don't add to our responsibility as parents, our responsibilities as a human being, then maybe the future doesn't extend as far as we would like it to see. And I say this because it is a concern for me from where I sit, from where I stand, and looking at us as a collective,
And it is as much a responsibility for me as well as a parent, because the same way that my mother was responsible for us until she passed away nearly 10 years ago. Well, I carry that responsibility, and I view my responsibility as a parent the same way for those little ones. And that responsibility, it doesn't die. You carry it as long as you live. And to me, I don't look at it as a duty. I look at it as a privilege. And it's a privilege that I cherish every day. Donc, en terminant, je sais que le temps avance, puis j'ai peut-être abusé. Oui, déjà. Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir d'ouvrir cette conférence qui est extrêmement importante et qui nous permet finalement, en dépit de notre diversité, de pouvoir se retrouver dans des forums comme celui d'aujourd'hui. Et il n'y a pas de plus belle matière ou de plus beau sujet ou de plus beau thème que celui de notre lien comme parents ou grands-parents avec du lien entre nous comme parents et nos enfants. Et j'aimerais encore une fois remercier le Conseil en éducation des Premières Nations pour l'invitation. Ça me permet de mettre un peu de côté le projet éolien à Puyat et de me préparer pour un autre dossier demain, là, parce que la réalité, ma réalité à moi est un peu, c'est un peu coq à l'âne, là, d'un dossier à un autre, puis c'est un privilège que j'accepte et que j'accueille de façon très, très positive. Donc, encore une fois, bonne conférence et je vous remercie de l'invitation. Hello? Thank you, Mr. Picard. At this point, I'd like to invite the audience to ask any questions they might have for Mr. Picard. There are some microphones throughout the room as well. C'est ça que je cherchais. Okay, you have a question here. Viens ici. Yeah. Oui. Valérie Gagné-Volant, je suis conseillère pédagogique à la CSSS PNQL. J'ai une question. Quand vous aviez mentionné que ce qui est important, c'est le respect. Non, c'est bien haut. Ce qui est important, c'est le respect malgré les difficultés. Puis ça nous permet, dans le fond, de mettre de côté les intérêts supérieurs de la famille en priorité. Je me demandais, est-ce que vous aviez des trucs, vous, que vous avez mis en place pour arriver à mettre de côté les difficultés, puis mettre en priorité les intérêts de la famille? Vous aviez mentionné là, que vous faisiez des taxis, puis ça vous permet de parler, de réorganiser votre horaire, mais est-ce que vous auriez d'autres trucs que vous pourriez partager? En fait, je référais surtout, je veux dire, aux difficultés de la vie en couple. Et je pense que sans généraliser, je parle uniquement de mon propre cas. Personne qui a vécu une séparation.
avec ses moments plus difficiles que d'autres. Je pense que ça, c'est pas un cas isolé nécessairement. Je pense que c'est des choses à travers lesquelles, comme individu, on passe par cette réalité-là. Mais en même temps, il faut que quelque part, l'émotion, en quelque sorte, bonne ou mauvaise, fasse place à la raison. Et je pense que ça demande de toute évidence une certaine maturité. Et heureusement, bon, tant moi, j'espère que la mère de mes 3 filles, de nos 3 filles, avions un peu cette cohésion-là pour dire, OK, bon, on peut-tu tourner la page et passer à des choses sans doute qui sont plus importantes. Et je pense que quelque part, ben, c'est notre capacité de mettre un peu l'égoïsme de côté, qui est fixé sur l'individu et dire, OK, indépendamment de ce qu'on vit, là, on est quand même responsable de 3 personnes, maintenant de 6, et 2 petits, là. Et ça, quand tu additionnes tout ça, c'est une responsabilité qui est extrêmement importante. Et c'est là, je pense que, et ça, je regarde du côté de mes propres parents, de mes grands-parents, où vraiment, là, à un moment donné, là, c'est comme, toi, tu es loin en arrière, là. Ce qui compte, c'est ceux qui nous suivent en arrière de nous. Et c'est là, je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse peut-être... c'est quelque chose qui nous appartient à nous tous, selon notre réalité qui nous est propre, de trouver cet équilibre-là. Moi, je crois, puis encore une fois, je le dis avec humilité, modestie, moi, c'est dans mon cheminement, en date d'aujourd'hui, c'est là que je suis rendu. Et évidemment, je souhaiterais pouvoir entretenir cette relation-là avec finalement mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mais leur mère aussi, de la même façon. Qu'il puisse y avoir un peu cette harmonie, ce respect, qui sont, à mes yeux, des valeurs que je trouve extrêmement importantes. Et évidemment, comme je le disais tantôt, je veux pouvoir entretenir ça le plus longtemps possible. Mais quelque part, j'ai la responsabilité d'aller chercher cette assurance-là, mais il y a bien des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle aussi. Donc, c'est aussi notre capacité de vivre pleinement cette harmonie-là aujourd'hui, demain, après-demain. Et ça, je pense que c'est quelque part, notre conscience, notre sagesse qui fait en sorte qu'on puisse essayer de regarder chaque jour qui se lève avec un rayon de soleil, même si ce n'est pas toujours le cas.